Bienvenue dans l'épisode 7 de notre immersion dans le sommeil du bébé de 0 à 12 mois. Depuis le début de ce parcours Easy Dream, on a parlé de biologie du sommeil, de système nerveux, de digestion, d'environnement, de proximité et d'association. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait un peu battre le cœur plus fort chez beaucoup de parents, les pleurs. Parce que dès qu'un bébé pleure, il y a 1000 questions qui arrivent. Est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je l'habitue mal en le prenant dans mes bras? Est-ce que je dois le laisser se décharger? Est-ce que pleurer abîme le cerveau? Alors ici, on va remettre du cadre, de la science, mais surtout de la nuance. Mais avant tout, j'ai envie de te dire quelque chose qui est très important à garder en tête. Les pleurs de ton bébé ne remettent jamais en cause tes compétences parentales. Ce sont des signaux normaux, physiologiques et nécessaires. Et quand on comprend ça, déjà, ça apaise un peu et surtout ça change tout. Comme toujours, tu retrouveras les repères concrets dans ton workbook Easy Dream disponible dans la description de ce podcast. Et plus concrètement, dans cet épisode, on va avancer en 6 étapes. On va parler en première partie des différents types de pleurs, en deuxième des pleurs de décharge, en troisième partie, on abordera tout ce qui est surcharge émotionnelle versus inconfort physique. Ensuite, dans la partie carte, on parlera de laisser pleurer, ce que dit vraiment la science. En cinquième partie, de poser des limites sans abandonner l'enfant. Et en sixième et dernière partie, on parlera plutôt de croissance, de prise de poids et de pleurs nocturnes. On commence directement avec la partie numéro 1 sur les différents types de pleurs. Un bébé ne pleure pas contre toi. Il pleure parce qu'il n'a pas d'autre moyen de communication, c'est son seul langage au tout départ et c'est un signal biologique. Les pleurs ont été façonnés par l'évolution. En fait, leur fréquence sonore active directement notre amygdale. C'est une zone du cerveau qui est liée au stress, à l'alerte, à la vigilance. Et c'est pour ça que parfois, on ressent une montée d'urgence presque incontrôlable quand bébé se met à pleurer. On a envie d'intervenir, de faire cesser les pleurs, de le consoler, de le prendre contre nous. C'est pas un manque de patience, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment le système nerveux qui s'active, tel que Dame Nature a fait en sorte qu'il le fasse. Les pleurs, ils sont littéralement programmés pour être difficiles à ignorer et que ton instinct veuille vraiment aider ton bébé à s'apaiser, à se calmer, trouver ce qu'il a, lui apporter ce dont il a besoin. Et très clairement, c'est aussi ton signe d'attachement qui s'active puisque ton cerveau va sécréter des hormones de vigilance qui met tout ton corps en alerte, ton cœur se met à battre plus fort, tu te sens comme c'est viscéral, il faut venir, il faut aider bébé. Pendant des milliers d'années, répondre rapidement aux pleurs, ça a permis la survie des nourrissons et ça a permis que nous soyons encore ici des millions d'années plus tard. Donc si une petite voix intérieure te dit « Je ne me sens pas à l'aise de le laisser pleurer, j'ai envie d'intervenir », cette voix-là, elle mérite d'être écoutée, peu importe ce que te disent les autres personnes de ton entourage ou dans ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. Mais attention, ça ne veut pas dire que ton bébé ne peut pas attendre quelques secondes, ni qu'il faut intervenir de manière paniquée au moindre bruit, à la moindre émotion, au moindre début de pleurs. La seule chose, c'est qu'ignorer systématiquement ton instinct pour suivre un discours extérieur, ça peut venir déjà créer un conflit intérieur, mais en plus te rendre plus stressé, et tout ça, ça va influencer l'environnement émotionnel du bébé, parce que comme on l'a vu plus tôt dans ce parcours, le bébé est une éponge émotionnelle. Il va capter ce que toi tu ressens. Donc l'objectif, ce sera jamais d'appliquer une règle rigide, d'intervenir tout le temps à la seconde près, c'est plutôt d'agir avec cohérence selon le développement de ton bébé, de ton état émotionnel, du sien, de la raison derrière son pleur, mais surtout de ton intuition parentale. D'autre part, aujourd'hui, la littérature scientifique, elle montre que la sensibilité parentale, c'est-à-dire ta capacité à percevoir et répondre de manière ajustée aux signaux de ton bébé, c'est un facteur central de l'attachement sécure. Mais comme le disait Winnicott, c'est pas une question de devenir un parent parfait, mais juste d'être un parent suffisamment bon qui a de la cohérence dans ses actions et dans sa façon de répondre aux besoins de son bébé. Et ici, on va souvent confondre deux choses, c'est sécurité émotionnelle et dépendance, comme on en parlait dans l'épisode précédent. Un bébé qui va pleurer et qui cherche son parent, il montre pas une dépendance pathologique, il montre simplement un système d'attachement actif, mais surtout un besoin d'être régulé. Parce qu'on l'a vu et revu tout au long de ce parcours, le système nerveux du bébé est immature et il a besoin de celui de son parent pour pouvoir se réguler. Et c'est ce qu'on appelle la corégulation. D'un autre côté, la théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et approfondie par Mary Ainsworth, montre que les enfants les plus autonomes à long terme sont ceux qui ont bénéficié d'une base sécurisante stable. Et dans les études d'Ainsworth, les enfants qui ont un attachement sécure vont davantage explorer leur environnement après avoir été rassurés.
parce qu'ils savent que la base est fiable, ce qui montre vraiment que l'autonomie ne naît pas de la distance forcée, de la non-réponse aux besoins pour que l'enfant apprenne, entre guillemets, elle naît vraiment de cette sécurité interne qui a été amenée grâce à la réponse cohérente et régulière du parent à ces signaux, que ce soit des pleurs, de l'agitation, un besoin de proximité, de contenance, etc. Et tout ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans le module précédent sur la proximité. Entre 8 et 12 mois, tu peux d'ailleurs observer une augmentation temporaire des pleurs, notamment au moment du coucher ou des séparations, quand tu déposes ton bébé chez la nounou, à la crèche, ou quand tu t'en vas juste de la pièce pour aller chercher quelque chose. Et c'est pas une régression, c'est l'angoisse de séparation qui est liée à la maturation cognitive et à la permanence de l'objet. Donc, ton bébé comprend mieux que tu existes, même quand tu n'es plus dans son champ de vision, mais ça prend du temps à quand même être totalement accepté par son système nerveux, et cette prise de conscience, elle va rendre l'absence plus intense en fait. Et la corrégulation répétée, ici, elle va avoir ce grand rôle de rassurer intérieurement ton enfant, et ce sera jamais de la dépendance, ça va jamais créer de dépendance, ça va construire des circuits d'autorégulation. Donc c'est vraiment extrêmement bénéfique et c'est démontré scientifiquement. Autrement dit, un bébé qui a été suffisamment contenu va devenir progressivement capable de se contenir et de se réguler par lui-même parce qu'il va trouver d'autres stratégies. Autre chose importante à aborder, c'est que tous les pleurs ne sont pas identiques. On peut distinguer les pleurs de faim, les pleurs d'inconfort, les pleurs de fatigue, de surcharge sensorielle, de séparation, de décharge émotionnelle. Et comprendre le type de pleurs, ça permet d'ajuster la réponse et d'ailleurs, pour ça, il existe notamment des approches comme celle du langage d'Einstein qui suggèrent que certains sons sont universels avant 3 mois, comme le « né » pour la faim ou le « aou » pour la fatigue. Tous les bébés ne rentrent pas parfaitement dans ces catégories bien sûr, mais ça peut aider à affiner son écoute. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, j'ai décrit les 5 sons que le langage d'Einstein explique dans des Reels, une série de vidéos disponibles sur mon Instagram. Dans tous les cas, avec le temps, chaque parent devient expert de son bébé parce que l'intuition parentale, elle se construit dans la répétition, dans l'expérience quotidienne. Et garde en tête qu'un pleur, ce n'est pas toujours un problème, c'est avant tout un message, une information que ton bébé te fait passer pour t'exprimer ce qu'il ne peut pas te dire avec des mots. Et ça peut être parfois tout simplement « mon étiquette me gratte »,« la lumière du plafond me fait mal aux yeux ». Donc tu vois, c'est pas forcément que ton bébé est en mode « je suis très fatiguée » ou « j'ai vraiment mal quelque part » ou « j'ai très faim ». Ça peut vraiment être quelque chose d'autre. Autre chose très importante à savoir, surtout quand on est futur parent pour s'y préparer, c'est qu'en moyenne, un bébé peut pleurer entre 1h30 et 3h par jour durant les premières semaines. Et certains peuvent même pleurer davantage. Et ça ne signifie pas qu'il y a un problème ou que tu as mal fait quelque chose ou que tu es un mauvais parent. C'est vraiment adapté au tempérament qui est propre à ton bébé, à sa sensibilité sensorielle, à sa maturité neurologique. Mais il est aussi très important de parler de toi. Parce que les pleurs, ils peuvent être particulièrement difficiles quand on est épuisé ou qu'on est hypersensible au bruit ou même quand on a un TDAH d'ailleurs ou si on a une histoire personnelle qui rend certains sons plus difficiles à tolérer. Un parent reposé va mieux gérer les pleurs qu'un parent qui est en surcharge et c'est totalement normal parce que même quand tu n'es pas parent, quand tu es fatigué, la musique du voisin va davantage t'agacer. Le bruit dans la rue va davantage te faire sursauter. C'est normal, c'est ton système nerveux qui est un peu surchargé, qui va te faire surréagir à tous les bruits qu'il va y avoir dans ton environnement. Et c'est pourquoi il est très important d'avoir la possibilité de passer le relais, d'avoir un village que tu peux activer, que ce soit avec des professionnels de santé, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, avec des aides comme par exemple quelqu'un qui vient faire le ménage, quelqu'un qui vient repasser ton linge, etc. T'avancer en fait, alléger ta charge mentale et tes tâches quotidiennes. Et c'est très important de se préparer en amont, de créer son village avant la naissance de bébé pour pouvoir se reposer. Et quand bébé est déjà là, si on l'a pas encore ce village, faut vraiment jamais hésiter à demander. On se rend pas compte que beaucoup de personnes sont prêtes à nous aider, c'est juste qu'elles n'ont pas conscience de ce qu'on vit, surtout si elles ne sont pas passées par là. Et comme dit l'adage, qui ne tente rien n'a rien. Qui ne demande pas ne sait pas ce que la réponse sera, tu vois. Donc n'hésite jamais à demander, à organiser des relais avec les personnes de ton entourage. Que ce soit simplement 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Demander à quelqu'un de venir te cuisiner des plats pour la semaine. Demander à une amie de venir s'occuper de ton bébé pendant 1 heure le temps que tu prennes une douche ou que tu fasses une sieste. Vraiment, n'hésite pas.
Maintenant qu'on a fait un peu un état des lieux sur les pleurs du bébé, sur ce que ça provoque chez toi, sur les différents pleurs, sur l'importance d'avoir un village, de passer le relais, de se reposer, de pas vouloir tout faire par soi-même et d'accepter l'aide qui n'est absolument pas un échec, on va pouvoir passer à la partie 2 qui porte sur les pleurs de décharge. On parle souvent d'eux, mais le terme est parfois mal compris. Un bébé qui vit énormément de stimulation dans une journée, lumière, bruit, interaction, mouvement, digestion, émotion, visite, sortie, ça va venir surcharger son système nerveux qui est encore immature et il peut avoir besoin d'évacuer toutes ces tensions qu'il a accumulées. Et pleurer, c'est son seul langage pour déjà signaler qu'il est en surcharge, mais en plus pour évacuer toute cette activation qui est en cours dans son corps. Et quand il pleure et que toi tu le prends dans tes bras, que tu l'accompagnes, ça permet de l'aider à se réguler, à décharger son système nerveux. En neurobiologie, on montre que l'expression émotionnelle accompagnée va permettre une diminution progressive du cortisol. Mais attention, décharger ne veut pas dire isolement, mais bien accompagnement des pleurs. Parce qu'un bébé peut tout à fait décharger dans les bras tout en étant contenu. Parce que contrairement à ce qu'on entend dans beaucoup de contenus, notamment de personnes très influentes dans le domaine de la parentalité et du sommeil, pleurer ne diminue pas le cortisol. Pleurer en étant contenu, accompagné dans les bras, avec la présence parentale, ça oui, parce que ça régule le système nerveux. Mais un bébé qui est laissé pleurer seul ne va pas décharger du cortisol, au contraire. Et ça, pour moi, c'était très important de le rappeler. Mais on va en reparler dans une prochaine partie. Entrons à présent dans la partie 3, dans laquelle on va apprendre à distinguer la surcharge de l'inconfort. Parce qu'avant de conclure qu'un bébé a besoin de pleurer, on vérifie toujours son inconfort. On revient à ce qu'on a vu dans les modules précédents. Digestion, reflux, température, qualité de l'air, pression de sommeil, tension corporelle, surcharge. Un inconfort physique ne se règle pas par une décharge émotionnelle. Il se règle par une prise en charge adaptée. En revanche, une surcharge émotionnelle peut s'exprimer par des pleurs en fin de journée. Le fameux pic du soir des premières semaines en est un exemple classique. Et c'est des pleurs qui vont arriver entre 17h et 21h. La clé va toujours rester la même, c'est d'observer avant d'interpréter et de faire un état des lieux sur tout ce qui vient de se passer, toute la journée qui vient de s'écouler. Comme ça, on peut éliminer, ok, la digestion, c'est pas ça, le reflux, c'est pas ça qui le fait pleurer là, la température est ok, je vérifie son ventre, le haut de son dos, sa nuque, il est ok. Il a assez dormi dans la journée, il vient de se réveiller, c'est pas la pression de sommeil. Il faut y aller par élimination pour pouvoir réussir à savoir est-ce que c'est un inconfort, est-ce que c'est une surcharge et proposer, quand les pleurs continuent malgré le fait qu'ils soient dans tes bras, un environnement dans lequel on va diminuer les stimulations, donc tamiser les lumières, arrêter toutes les stimulations sonores aussi, etc. de manière à apaiser son système nerveux et pouvoir se concentrer sur la décharge et l'apaisement, la régulation. Donc encore une fois, la clé c'est l'observation avant l'interprétation pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de ton bébé qu'il te signale via ses pleurs. Et quand il s'agit uniquement de surcharge, la seule chose qu'on peut faire c'est l'accompagner en proposant effectivement, comme je te le disais, un environnement dans lequel il y a le moins de stimulation possible. Une autre question qui revient très souvent et qui fait énormément débat et dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est faut-il laisser pleurer bébé? Et ça, c'est le sujet de la partie 4 qu'on entame immédiatement. La littérature scientifique montre que des pleurs prolongées et répétées sans réponse adaptée peuvent maintenir un taux élevé de cortisol qui est l'hormone du stress. C'est pas un pleur isolé qui est problématique. Donc par exemple, si ton bébé pleure mais que tu as d'autres enfants ou que tu es à la douche ou que tu es en tout cas pas disponible dans les 5 minutes qui suivent, c'est pas ça qui va faire que ton bébé va avoir un taux de cortisol qui va exploser et qui va faire des dommages entre guillemets. C'est vraiment plutôt la répétition d'une détresse sans réponse cohérente, c'est-à-dire le fait de le laisser pleurer tout seul régulièrement, plusieurs fois par jour, etc. Si tu te rappelles du module sur le système nerveux, on voyait que comme il est immature, il ne sait pas redescendre seul après avoir été activé. Il a vraiment besoin d'être accompagné pour ça. Et grâce à l'accompagnement, grâce à la corégulation, il apprend. Mais laisser un bébé en détresse prolongée sans accompagnement ne va jamais lui apprendre à s'apaiser, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. Il va apprendre plutôt à s'éteindre. Mais il faut quand même être très précis. Répondre ne signifie pas empêcher toute émotion, surtout que quand bébé dort, intervenir immédiatement au moindre micro-bruit peut parfois perturber un cycle de sommeil actif.
Parce que entre 0 et 4 mois, voire 6, le bébé peut grimacer, gémir, pleurer brièvement, ouvrir les yeux, s'agiter, sans être réellement réveillé. Parce que durant la phase active qui représente 50% du sommeil du nourrisson, on va pouvoir observer tout ça sans que vraiment le bébé soit en train de se réveiller. Et intervenir systématiquement, ça peut vraiment le réveiller et l'empêcher de continuer de dormir et d'enchaîner sur le sommeil profond. C'est pourquoi je vais te conseiller de toujours observer quelques instants avant d'intervenir de manière à distinguer sommeil actif et véritable réveil. Et dans tous les cas, il y a une nuance essentielle à garder en tête. Ignorer une détresse prolongée n'est pas recommandé, mais observer avant d'intervenir peut être vraiment pertinent. Si tu sens que les pleurs t'envahissent, il y a quelques outils qui peuvent t'aider, comme le fait de respirer profondément avec la méthode 4-4-6 par exemple, ou tout simplement te répéter des mantras, des phrases qui te permettent de t'ancrer. Par exemple, il communique comme il peut. Mon bébé ne sait pas parler, il essaye juste de me faire passer un message. Des phrases comme ça peuvent vraiment t'aider à rester focus sur le fait que les pleurs sont juste des signaux pour éviter en fait de monter en pression dans ton système nerveux. D'autre part, quand tu sens que tu es à bout ou que tu vas le devenir en tout cas, que tu n'arrives plus à rester calme, n'hésite vraiment pas à poser ton bébé en sécurité quelques minutes, de partir dans une autre pièce pour souffler, te recentrer. Il vaut mieux que ton bébé pleure quelques minutes tout seul dans un lieu sécurisé plutôt que tu le gardes dans tes bras alors que tu es en train de monter en pression. Ça permet d'éviter notamment le syndrome du bébé secoué et surtout d'avoir des gestes ou des phrases que tu regretterais ensuite. Une autre astuce, c'est d'utiliser un casque anti-bruit pour diminuer l'intensité sonore. L'idée, c'est pas de mettre un casque anti-bruit, de quitter la pièce et de laisser bébé comme ça, mais d'avoir le casque anti-bruit pour éviter que ton amygdale soit surstimulée et d'avoir bébé contre toi pour continuer de bien l'aider à se réguler en fait, sans toi entrer dans un moment de détresse intense. Et tous ces petits outils sont vraiment utiles pour t'aider à réguler ton système nerveux, surtout quand on sait que c'est ton système nerveux régulé qui permet de réguler ensuite celui de ton bébé. Et encore une fois, n'hésite pas à demander de l'aide. C'est pas un échec, c'est vraiment un acte de responsabilité et au contraire, c'est une force de réussir à se rendre compte qu'on n'est pas toujours en capacité de tout gérer tout seul et demander du relais, ce n'est pas être faible, c'est vraiment simplement humain. Ok, maintenant qu'on a parlé des pleurs dans le sommeil, d'intervenir, pas intervenir, etc., on va pouvoir aborder le fait de poser des limites, mais sans abandonner, et c'est le sujet de la partie 5. À partir de 6-9 mois, certains parents ressentent le besoin d'ajuster, et c'est tout à fait normal au vu de la fatigue accumulée, de la reprise du travail, d'un équilibre qui est fragile, de nuits hachées. Vraiment, ça peut être de plus en plus compliqué à maintenir, à soutenir comme rythme, et poser des limites peut devenir nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on entend par poser des limites? C'est ce que je t'explique dans cette partie. En effet, certains parents vont avoir l'impression que leur bébé teste. Alors qu'en réalité, à cet âge, effectivement, il va mieux comprendre les séquences, les habitudes, les réactions et explorer la relation, mais ce n'est jamais de la manipulation, c'est du développement. Parce que, comme on l'a vu, le bébé ne peut pas manipuler, il n'en est pas capable cognitivement. Mais nous, ce qu'on peut faire, au vu de ses compétences qu'il a acquises, ça va être de réduire progressivement l'intensité des interventions, d'espacer légèrement les réponses, de passer d'un bercement actif à une présence plus calme, mais surtout de verbaliser. La limite, elle devient contenante quand elle est cohérente. Et un bébé, il a besoin de repères stables. Donc c'est pas parce qu'on pose une limite que ça va être insécurisant pour l'enfant. Ce qui est insécurisant, c'est l'imprévisibilité. Et la sécurité émotionnelle n'exclut pas le cadre, elle s'appuie dessus, vraiment. Donc, quand on va vouloir modifier notre façon d'intervenir au niveau des pleurs, des réveils, etc., l'idée, ça va être simplement d'y aller progressivement en remplaçant au fur et à mesure la façon dont on répondait avant par une nouvelle façon de le faire. Parce qu'une rupture brutale de la façon dont on répondait en pleurs, c'est ça qui va insécuriser. Et un bébé qui est insécurisé va encore plus pleurer, pas par manipulation, mais parce que son système d'alarme sera activé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, au lieu de prendre bébé directement dans les bras quand il se réveille la nuit et qu'il pleure, qu'il appelle, on peut venir à côté de lui, lui parler
parler doucement, lui mettre la main sur le ventre, etc., etc. Vraiment, il y a plusieurs étapes qu'on peut faire, mais surtout, en journée, lui montrer d'autres façons de se réguler pour qu'il puisse après appliquer ça le soir. Donc tu vois, avec tout ce que je viens de t'expliquer, l'idée, ça va être de progressivement proposer des alternatives sans disparaître, nous, en tant que parents, brutalement, mais d'accompagner vers d'autres sources de régulation qui, au fur et à mesure, vont permettre au bébé de se sentir sécure, même quand tu le prends pas directement dans tes bras dès qu'il pleure, etc., etc. Mais ça, je t'en parle aussi dans mon workbook Easy Dream. Et très important aussi, verbaliser. Je suis là, je vois que c'est difficile, je vais t'aider à t'apaiser autrement. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. C'est très important pour le cerveau du bébé. Ça l'aide, en plus, avec le ton de ta voix, tes mimiques, ta façon, ta gestuelle en fait, ton langage non verbal, de comprendre qu'il n'y a aucun danger avec le fait de changer de stratégie d'endormissement. À présent, je te propose de passer à la 6e et dernière partie qui porte sur les pleurs nocturnes et la croissance. Parce que quand on parle des pleurs la nuit, on doit toujours corréler ça avec la croissance parce qu'un bébé qui suit bien sa courbe va toujours avoir des réveils physiologiques comme on l'a vu dans les épisodes précédents. Les réveils nocturnes sont normaux jusqu'à 2-3 ans et parfois même après. Ça dépend de ce qui a été vécu dans la journée, de la maturation neurologique, etc. Et entre 0 et 6 mois, les réveils alimentaires vont être très fréquents et normaux. Entre 6 et 12 mois, ils persistent, mais ils vont surtout être présents lors de grandes acquisitions motrices ou cognitives. Parce que les grandes acquisitions comme le 4 pattes, stationner debout, les premiers mots, etc., ça peut temporairement fragmenter le sommeil et augmenter les pleurs nocturnes parce que le cerveau est en pleine réorganisation et le sommeil fragmenté va venir refléter finalement cette réorganisation. En revanche, si le sommeil fragmenté est corrélé à une cassure de courbe, une stagnation pondérale, à une fatigue inhabituelle, à des pleurs vraiment inconsolables, eh bien, je t'invite à toujours consulter, à écouter ton instinct parce que le sommeil ne peut pas être dissocié de la santé globale. Et comme on l'a vu dans le module 2, le sommeil du nourrisson est fragmenté par nature, mais un réveil n'est pas toujours un problème à corriger. Parfois, c'est simplement un cycle qui se termine et en fait, il ne faut pas forcément chercher à supprimer tous les réveils, mais vérifier où en est ton bébé en termes de développement, de besoins, de stimulation, de surcharge, etc. pour l'accompagner au mieux. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode de podcast, c'est que tu n'es pas censé gérer parfaitement chaque pleur. L'objectif, c'est vraiment pas d'être un parent parfait, mais plutôt d'être un parent suffisamment bon, cohérent, présent. Et surtout, un bébé ne pleure pas pour manipuler, pour tester les limites, il pleure parce que son cerveau immature cherche une régulation, il t'envoie un signal pour que tu puisses comprendre qu'il y a quelque chose qui lui manque ou qu'il y a quelque chose d'inconfortable ou qu'il y a une surcharge, etc. Donc ton rôle, c'est pas de faire disparaître les pleurs, de les faire taire, mais plutôt d'aider son système nerveux à traverser l'émotion en étant contenu, en sécurité. Les neurosciences affectives, elles montrent que la qualité de la réponse parentale, elle va influencer la maturation des circuits impliqués dans la régulation émotionnelle en autonomie. Donc c'est vraiment pas supprimer les pleurs ou laisser bébé décharger tout seul qui va construire le cerveau, c'est vraiment l'accompagnement de l'émotion. Surtout que pleurer n'est pas dangereux en soi. Par contre, pleurer seul, longtemps, régulièrement, sans réponse adaptée, ça peut l'être. La différence, elle est immense. Les pleurs sont un langage, ils évoluent avec le développement et comme toujours dans ce parcours, on n'oppose jamais sécurité et autonomie, on les construit ensemble. Tu retrouveras tout ce que je t'explique dans ce parcours audio Easy Dream dans ton workbook disponible dans la description avec des exercices pratiques, des grilles d'observation, des focus qui te permettront à chaque étape de la naissance de ton bébé à ses 1 an d'obtenir un sommeil plus serein, des journées plus rythmées, plus équilibrées dans l'objectif d'avoir des nuits plus qualitatives, plus sereines. Dans le prochain module, on abordera tout ce que tu as besoin de savoir sur la chronologie du sommeil de la vie in utero aux 12 mois du bébé et tu verras que là encore, tout est lié. Avant de te laisser, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire, une note, un j'aime, à le partager à d'autres parents qui en auraient bien besoin. Cela me permettra d'aider un maximum de familles, de faire comprendre à l'algorithme que mon podcast est utile et surtout ça m'encouragera à continuer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à tout de suite dans le prochain module.